Ça va, la souris? La place de Mme Pogam qui n'a pas pu venir. D'abord, je vous remercie de tout cœur. C'est vraiment un plaisir d'être ici, parmi vous, parmi mes amis. C'est une émotion d'être dans une ville sainte, parce qu'elle imprime une réflexion sur son métier. Et je dois vous dire que cette réflexion que j'ai traduite, que j'ai essayé de transcrire lors de mon discours à l'Association française de chirurgie, j'étais très touché que beaucoup de chirurgiens tunisiens m'aient envoyé un mot. Et je dois dire, c'est quasiment, pratiquement les seuls qui ont noté et qui m'ont écrit à ce propos. Alors, M. Morjane vient de vous parler du foie. Je crois que c'est une vraie bénédiction pour un chirurgien d'être impliqué dans le foie. Pourquoi? Parce que c'est un organe qui est essentiel, puisque c'est pratiquement le seul organe qui produit, qui synthétise toutes les protéines de l'organisme. Et il a gardé son mystère très longtemps. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas un autre organe sur lequel il y a encore des avancées anatomiques. Et il va vous être présenté des avancées anatomiques. C'est-à-dire que l'anatomie, quand on regarde, quand on ouvre, on a l'impression que Léonard de Vinci, il avait pratiquement tout décrit. Il n'avait pas donné les bons noms, mais au fond, l'anatomie, on l'a décrit. Ben non, l'anatomie, elle est toute nouvelle pour le foie. Et c'est un organe qui est effectivement central, je ne sais pas s'il est entre le marteau et l'enclume, mais il est situé à un endroit où, quand on connaît le foie, quand on connaît les maladies du foie, on connaît la médecine interne. On connaît la médecine interne parce qu'il y a immédiatement, d'abord il y a des maladies infectieuses, il y a des maladies virales, et puis il y a immédiatement un retentissement sur le poumon, sur le rein et sur le cœur. Alors, je vais donc profiter de ces avancées très précises pour vous dresser un tableau un peu général, qui est le fruit de mon expérience et le fruit des données de la littérature, sur où en est-on sur la chirurgie du foie. J'exerce à l'hôpital Beaujon. Vous voyez ici l'équipe chirurgicale. Vous voyez aussi l'équipe de ceux qui entourent la chirurgie hépatique, c'est-à-dire les anatomopathologistes, les anesthésistes, les hépatologues. Et vous remarquerez quand même une chose qui est frappante, c'est que quand même la féminisation est fondamentale, est importante et progresse énormément. J'exerce à l'hôpital Beaujon. L'hôpital Beaujon est un hôpital de banlieue qui est à Clichy, mais qui a la gloire d'avoir été l'hôpital de l'Horta Jacob. Et là, c'est tellement important que cette photo a été prise il y a quelques mois. La place de parking de M. l'Horta Jacob est encore là. Alors moi j'ai son service, j'ai pas sa place de parking, parce que vous savez que je n'ai pas de voiture, que je me déplace en moto, et plutôt en scooter, mais cette place, elle est encore là. Et qu'est-ce qu'a fait M. l'Horta Jacob? M. Mestiri, vous écoutez, M. l'Horta Jacob a fait la première hépatectomie droite. Et dans un article, et c'est pas très fréquent, les Américains qui doivent faire une revue sur la chirurgie hépatique disent clairement, l'Horta Jacob a ouvert l'ère de la chirurgie hépatique réglée. Et c'est vrai que quand on reprend son article, on s'aperçoit qu'il l'a ouverte avec une approche extrêmement large, une dissection extensive, un contrôle premier des pédicules et exposition déjà de la veine sushépatique droite. Mais ce qui est le plus extraordinaire et le plus frappant,
Je suis désolé d'avoir la diapositive en anglais parce que je sais souvent ce que je présente à l'étranger. Il n'y a aucune raison pour ce que je présente aux États-Unis. Je ne vous le présente pas à vous. Ce qui est frappant dans la discussion à l'Académie de médecine, quand Danton lui dit « Mais vous avez fait une apatectomie droite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la perspective d'une résection anatomique ?» Et Lorta Jacob va répondre en 1952 « Eh bien écoutez, on peut s'imaginer que dans quelque temps, lorsqu'on aura vaincu les problèmes d'immunosuppression ou de tolérance, on pourra se servir de cette hépatectomie droite. » Donc autrement dit, Lorta Jacob, 11 ans avant la première hépatectomie, 40 ans avant la première hépatectomie par donneur vivant, avait déjà anticipé l'utilisation d'un segment du foie autonome qui puisse un jour être greffé. Donc, et là je donne raison à Morjane, il a raison, on ne peut, la conception, les progrès de la chirurgie hépatique, c'est d'abord la connaissance de l'anatomie. Et cette connaissance de l'anatomie que nous avons dans notre société francophone, que nous avons développée grâce à Lorta Jacob, grâce à Quinault, c'est ce qui a marqué probablement le premier pas, c'est ce qui a marqué également le premier pas qu'ont fait les Japonais, et ce qui explique un peu le retard, et notamment le retard des États-Unis, qui n'avaient pas cette connaissance précise de l'anatomie. Donc la connaissance précise de l'anatomie, c'est le premier facteur de progrès de la chirurgie hépatique. Le second progrès, on rentre plus dans le physiologique, c'est une meilleure connaissance, une meilleure appréciation de la fonction hépatique, une meilleure localisation et connaissance de la nature des tumeurs, de plus en plus important, une meilleure connaissance du parenchyme sous-jacent, c'est-à-dire qu'on ne va plus raisonner en parenchyme sain et parenchyme cirrhotique. On sait maintenant qu'un parenchyme peut être altéré par plusieurs choses qui ont des conséquences, que ce soit la stéatose, que ce soit les conséquences de la chimiothérapie, que ce soit les inflammations ou différents degrés de fibrose. C'est aussi des améliorations de la technique chirurgicale, mais vous voyez que c'est peut-être pas au fond que ça, mais c'est important la technique chirurgicale. Et puis je dirais, c'est l'expérience dans l'anticipation des complications, dans l'anticipation de ce qu'il faut faire et comment ménager. Et c'est un point que je développerai également. C'est pas moi qui vais vous parler d'anatomie. Je simplement, le foie c'était un organe volumineux, très vascularisé, caractéristique, le seul organe de l'organisme qui a un double flux afférent, une veine porte, une artère, et un flux efférent qui est directement sur la suge hépatique et donc qui va avoir des conséquences hémodynamiques rapides. Et surtout ce qui est important, et c'est probablement ça qui a fait qu'il y a eu un point, c'est qu'en gros, la délimitation dont on sait qu'il existe des territoires n'est pas très claire à l'extérieur. On n'a pas. On sait, nous, qu'il y a deux foies, un foie droit, un foie gauche, comme on sait qu'il y a un poumon droit, un poumon gauche, qu'il y a un rein droit et un rein gauche, et on sait les poumons, il y a des délimitations, des scissures qui correspondent, mais dans le foie, c'est pas la même chose. Et c'est là, probablement, le coup de génie de Quinault, qui est mort il y a simplement 2 ans, en mai 2008, et qui est encore méconnu, que je pense, pour lequel je pense que la société française n'a pas rendu l'hommage qu'il fallait. C'est lui, au fond, le coup de génie de Quinault, c'est d'avoir bien noté qu'il existait bien un foie droit et un foie gauche, mais que ce foie droit et ce foie gauche ne correspondaient pas à la limite du lobe droit et du lobe gauche. C'était ça. C'est-à-dire qu'il a rompu l'aspect évident, l'aspect ce qui paraissait, pour aller plus à l'intérieur. Et il a développé ensuite, quand il a été plus dans ses connaissances, il est allé jusqu'à 8 segments. Qu'est-ce qui, au fond, est important dans cette segmentation? Eh bien, ce qui est important dans cette segmentation, c'est que le foie a donc des territoires qui vont recevoir un bout de veine porte, un peu d'artère,
qui vont se drainer par la voie biliaire et qui vont avoir une voie biliaire et qui vont se drainer par une veine. Et ce qui est important, c'est que chaque territoire est autonome. C'est-à-dire que si vous prenez le véritable territoire tout seul et que vous le mettez en conditions de fonctionnement, on pourra discuter des conditions de fonctionnement, eh bien il fonctionne. Et puis comme vous le savez, autre caractéristique extraordinaire du foie, il va régénérer. Et donc, cette connaissance des territoires autonomes, elle va alors faciliter la chirurgie segmentaire. C'est-à-dire qu'on ne va passer d'une stade qui était le stade de l'hépatectomie droite à l'hépatectomie gauche. Avant, il n'y avait que ça, ou la lobectomie gauche. Non, maintenant, on peut être beaucoup plus fin, beaucoup plus sur une chirurgie segmentaire, à condition d'avoir justement cette autonomie territoriale. Anatomie segmentaire, résection anatomique, qui plus est une résection oncologique, et qui plus est économique, puisqu'on ne va pas on va en enlever une partie nécessaire et suffisante, en laissant beaucoup de foie, le plus possible de foie, ce qui est une tendance actuelle, parce que nous avons de moins en moins affaire à du parenchyme normal. Alors, M. Morjane était les organisateurs étaient très angoissés et voulaient absolument que je vous parle de l'anatomie, de l'échographie. Et je vais vous donner donc rapidement, donc on va économiser le topo d'après, sur l'échographie péropératoire. L'échographie péropératoire a perdu sa fonction initiale. La fonction initiale de l'échographie péropératoire était: la radio passe à côté de tumeurs, je fais de l'échographie péropératoire et grâce à l'échographie péropératoire, je retrouve des tumeurs. C'est fini. C'est fini. La radio est maintenant excellente. Les radiologues sont extrêmement précis. Ils ont des appareils de plus en plus. Donc on ne découvre pas grand-chose en péropératoire. C'est 5 à 10%. Par contre, on guide le geste et on réfléchit sur les relations. Alors on guide le geste. Je vais vous dire quand même, à mon avis, la chose la plus importante. La plus importante, c'est qu'on opère au point de vue de l'échographie péropératoire. La plus importante, c'est quand on opère des tumeurs, eh bien, il faut avoir une conception oncologique. Et pour avoir une conception oncologique, il faut essayer de passer le plus largement possible autour de la tumeur et non pas raser la tumeur. La tendance naturelle est, quand on résèque, de se rapprocher de la tumeur. C'est un peu le principe, c'est comme le jardinier. Quand il creuse, vous lui dites il faut déterrer l'arbre, eh bien en général, il creuse comme ça. Il creuse pas comme ça. Parce que c'est une tendance naturelle. Et en chirurgie, c'est un peu la même chose. Et quand on regarde avec l'échographie péropératoire, eh bien, si on contrôle, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il faut s'écarter. Et ça, c'est déjà un premier intérêt. Le deuxième intérêt de l'échographie péropératoire, c'est de repérer une tumeur et ses rapports vasculaires ou ses rapports biliaires. Et ça permet à ce moment-là de pouvoir délimiter et guider la zone de résection. Le troisième intérêt, et je vous en reparlerai, c'est de pouvoir essayer de faire une résection hépatique en ménageant le retour veineux. Vous avez probablement tous été éduqués dans l'idée que le foie, ce qui était important, c'était ce qu'il recevait. Eh bien, on s'aperçoit de plus en plus que ce qui est important aussi pour du parenchyme qu'on laisse, c'est comment il est drainé. Et dans l'échographie péropératoire, on a maintenant la possibilité, par exemple, après un clampage, vous voyez ici la veine sushépatique médiane, la veine sushépatique droite, il y a une tumeur autour. Il faut savoir que cette tumeur, il va falloir sacrifier une des deux veines. Donc on se dit, si on clampe la veine sushépatique médiane, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit qu'après le clampage, on a une augmentation de débit. Pardon, si on clampe la droite, on a une augmentation. Donc il y a des collatérales entre les veines sushépatiques et ça, l'échographie péropératoire permet de le voir. J'ai emprunté cette diapositive à Guido Torzilli qui vient d'inventer une technique assez impressionnante qui est le contrôle du territoire anatomique. Car sur un foie,
si Quinault a fait des découvertes, c'est parce que les territoires anatomiques, il n'y a pas de démarcation extérieure. C'est ça le problème et le drame de la chirurgie hépatique. Alors Guido Torzilli a inventé quelque chose de très intelligent, à mon avis, et que j'utilise maintenant. On sait qu'il y a une tumeur, on sait que le mieux, c'est d'enlever la tumeur et son territoire anatomique, on repère par échographie péropératoire le pédicule, et puis une fois qu'on a repéré le pédicule, on met le doigt derrière, et avec l'échographe, on comprime le pédicule, et alors, on voit à ce moment-là se dessiner une zone qui correspond au territoire anatomique. Et ce qui est intéressant, vous voyez ici, par exemple, une segmentectomie 8, on voit très bien la zone de d'ischémie, la décoloration du foie qui correspond à la zone anatomique. Et je dois vous dire que plus je l'utilise, plus je le vois, plus on s'aperçoit que on peut l'utiliser pour de nombreux segments. Alors, voilà des diapositives. Voilà. Je vous ai dit que quand on définissait le territoire anatomique, jusqu'à présent, on était surtout préoccupé par les flux afférents, c'est-à-dire l'artère, la veine porte, et on n'était pas trop préoccupé par les veines. Et en fait, ça c'est une leçon de la transplantation à donneur vivant. On s'est aperçu que, au-delà de Quinault, les veines sont très complexes. C'est-à-dire que ce qui avait été décrit, une veine droite qui draine le foie droit, une veine moyenne qui draine le foie du milieu et une veine gauche qui draine le foie gauche, eh ben c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Comme vous le voyez ici sur cette diapositive, je vous mets au défi de me dire qu'est-ce qui est de la droite, qu'est-ce qui est du milieu, qu'est-ce qui est de la gauche. En gros, on voit en gros les territoires. Mais on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe. Et ce dont on s'est aperçu surtout, c'est que, alors qu'on a un excellent flux afférent, si on a un flux efférent qui est défaillant, si le foie n'est pas bien drainé, eh bien, il va y avoir à ce moment-là des conséquences, d'abord sur l'hémorragie. Quand vous avez une tranche hépatique qui saigne et vous ne comprenez pas pourquoi elle saigne, ben c'est très probablement que vous avez interrompu le flux efférent et que, comme il est mal drainé, il va suinter. Le deuxième élément, c'est qu'en post-opératoire, un territoire qui n'est pas bien drainé est un territoire qui ne fonctionne pas bien et donc qui peut accentuer la défaillance de la fonction hépatique. Et troisième élément, qui est un élément fondamental, c'est que ce territoire, s'il n'est pas bien drainé, il ne va pas bien régénérer. Or, la régénération est un élément capital. C'est la raison pour laquelle les travaux et les anatomistes, et ça je vous y invite, quand on regarde ce qu'on va enlever à un malade et ce qu'on va lui laisser, on raisonnait uniquement en termes de volume. Eh bien, il ne faut plus raisonner uniquement en termes de volume, il faut raisonner également en termes de territoire de drainage. Et les efforts qui sont faits dans la morphologie, dans la visualisation, les recherches, si vous voulez, dans 3 dimensions, les reconstructions, c'est pour essayer de déterminer le territoire de drainage d'un segment hépatique, comme vous le voyez ici. Alors, ces éléments d'anatomique, de recherche des radiologues, c'est très important parce que ça permet, en préopératoire, de reconstruire aussi bien reconstruire aussi bien les veines portes, les artères et les voies biliaires. Comme vous l'avez été dit, Morjane, encore j'y fais, il y a une espèce d'individualisation de chaque organe du foie, c'est-à-dire, c'est du fait de notre exigence. C'est-à-dire, on est tellement exigeant sur la volonté d'avoir des résections anatomiques, des résections extrêmement bien définies, qu'on s'aperçoit que chacun, tout le monde n'est pas pareil, que chacun a des variations de positionnement, tant au niveau de l'artère des veines, variations qu'on l'on essaye au maximum maintenant de déterminer sur la radiologie très moderne. Le grand problème, vous les connaissez tous, tout le monde vous a présenté ces très belles images. Le grand problème qui est à résoudre, c'est comment passer de ces images en préopératoire à la visualisation en péropératoire.
Et là, il y a un hiatus qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de reconstruire dans leur tête ces images, et puis il y en a qui sont un peu qui n'y arrivent pas. Et là, l'apprentissage et le passage est extrêmement difficile. Je pense quand même que probablement un jour, on y arrivera par des techniques, et il y a déjà des projets, pour essayer d'avoir en péropératoire, par différents moyens, avec différentes sondes, la reconstruction et de savoir ce que je vous ai montré en préopératoire, que ça puisse se voir en péropératoire. Mais c'est de la science-fiction. Alors, je vais aborder quelques points de technique. Le premier point technique, c'est la voie d'abord. Il n'y a pas de dogme pour la voie d'abord. La voie d'abord, elle doit s'adapter à la localisation de la tumeur. Vous n'allez pas faire la même voie d'abord si vous avez une tumeur de la pointe du segment 6 ou de la pointe du lobe gauche que si vous avez une tumeur aussi située. Vous n'allez pas faire la même voie d'abord si vous avez une tumeur de 15 cm de diamètre que si vous avez une tumeur de 2 cm de diamètre. Et j'ajouterai en plus, vous n'allez pas faire la même voie d'abord si vous avez un parenchyme sain ou si vous avez une cirrhose, et si en plus c'est une tumeur bénigne ou si c'est une tumeur maligne, car à ce moment-là, le type de résection n'est pas le même. Et par exemple, si on reprend notre expérience, eh bien, actuellement, des grosses tumeurs qui sont au sommet font qu'on peut faire des thoracophénolaparotomies dans 1% des cas. Et inversement, il n'y a aucune raison de ne pas faire des résections célioscopiques lorsque c'est adapté au point de vue taille, localisation, nature de la lésion, dans à peu près 10 à 15% des cas. Alors, on ne peut pas ne pas parler de ce qui est plus fascinant dans le foie, c'est-à-dire sa régénération. C'est le seul organe qui régénère. C'est le seul organe qui, dès qu'on en supprime une partie, va régénérer, mais immédiatement. Le signal de régénération qui part, soit des hépatocytes, soit probablement plus des cellules endovasculaires, est immédiat. Dès que vous avez coupé un morceau de foie, à ce moment-là, il y a un signal qui part, et un signal qui va enclencher un processus de régénération des autres hépatocytes qui sont restés. Ce processus de régénération, il est intense. Il peut être parfois, des malades doublent leur volume de foie. C'est-à-dire quand vous faites une hépatectomie droite, par exemple chez quelqu'un qui avait un petit foie gauche, eh bien au bout de 5 à 8 jours, le volume du foie gauche a doublé. Vous imaginez un peu les conséquences sur le malade au point de vue asthénie, au point de vue conséquences générales. Parce que cette régénération, elle est proportionnelle à la quantité de foie que vous enlevez, jusqu'à une certaine limite. Si vous enlevez très peu de foie, vous allez avoir un processus de régénération. Si vous enlevez une grande quantité de foie, vous allez avoir un processus de régénération extrêmement intense. Et ce processus de régénération, donc, il est maximum pendant la première semaine, et puis il va durer pendant des mois, et au bout d'un an, en général, il s'est stabilisé, et j'ouvre une question, si quelqu'un peut y répondre, mais personne n'y a pas répondu pour le moment, le foie ne récupère jamais 100% du volume initial. Comme si il se passait quelque chose, il en reste toujours, il y a 90, 95%. Il y a 5%, peut-être, qui étaient déjà inutiles. Alors, ce processus de régénération, il y a des éléments qui le freinent et il y a des éléments qui l'accélèrent. Qu'est-ce qui freine un processus de régénération? Là, on va rentrer quand même dans les notions de la recherche de la chirurgie, des conséquences de la chirurgie hépatique. Qu'est-ce qui freine ce processus? Eh bien, quand il y a une cholestase. Si vous avez un foie qui est avec une cholestase, avec une stase biliaire, vous n'aurez pas une bonne régénération. Si vous avez une fibrose, vous avez une moins bonne régénération. Si vous avez de l'inflammation, l'inflammation est un processus qui freine la régénération. Certains types de chimiothérapie freinent la régénération. Et puis, il faut bien le dire, l'âge. La régénération à 20-30 ans est bien supérieure à une régénération hépatique après 50 ans. Les facteurs qui induisent la régénération, d'abord il y a des facteurs, alors
si on fait la liste, actuellement dans la littérature, il y a au moins une trentaine de facteurs qui sont connus. Je voudrais simplement vous en donner 2 ou 3. Il y a des facteurs sériques qui sont sécrétés immédiatement. Il y a des facteurs qui viennent du pancréas, et c'était assez extraordinaire parce que déjà il avait été noté que si le flux portal ne passe pas par le pancréas, eh bien il entraîne moins de régénération que s'il passe par le pancréas. Et là, ce sont des travaux de Pierre Clavien qui a réussi à démontrer que très probablement un des facteurs qui était sous-estimé de régénération, ce sont les plaquettes, et que les plaquettes sont induites par la sérotonine qui est sécrétée par les cellules duodénales. Autrement dit, on a à peu près une explication pourquoi une hépatectomie associée à une DPC a un très mauvais pronostic. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais essayer de faire une hépatectomie majeure avec une DPC, ou alors il faut préparer. Très probablement parce que la régénération post-opératoire est insuffisante. Mais on va en rester sur le facteur essentiel de la régénération, c'est le flux portal. Si ce flux portal, et c'est la base de l'embolisation portale préopératoire, que ce flux portal, on l'interrompt par embolisation ou qu'on l'interrompt par ligature, quand vous avez, par exemple, un flux portal qui va aller vers le foie droit et vers le foie gauche, si vous interrompez le flux portal droit et que vous l'augmentez, vous le déviez vers la gauche, eh bien vous allez avoir une régénération du foie gauche. Ça, c'est un élément capital, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est utilisé, c'est la modulation volumétrique préopératoire. Alors, il y a des discussions sans arrêt sur cette modulation volumétrique, sur l'embolisation portale. Est-ce que l'embolisation, ça marche mieux que la ligature? Est-ce qu'il faut utiliser du lipioda, enfin, il faut utiliser de la poudre ou n'importe quoi pour essayer d'induire plus d'embolisation? Est-ce qu'il faut obtenir une hypertrophie du foie de 10, 15, 20% avant d'opérer? Est-ce que le fait, quand on interrompt le flux portal, qu'on développe des collatérales, ça peut avoir des conséquences? Est-ce qu'on doit arrêter la chimiothérapie? Est-ce que lorsqu'on régénère un foie sur lequel il y a des tumeurs, est-ce que cette régénération du parenchyme ne va pas entraîner aussi une accélération du processus de développement tumoral? Et puis, est-ce que cette interruption du flux portal, il ne faut pas l'associer à d'autres interruptions artérielles? Vous voyez, les tas de domaines qui sont actuellement en réflexion, qui sont en recherche dans ce concept de la modulation préopératoire du volume hépatique. Simplement une chose, le progrès n'est pas toujours sur quelque chose de logique. Si la médecine était logique, il n'y aurait pas de progrès. On le saurait tout de suite. Ceux qui s'intéressent à l'embolisation portale, je les invite à simplement écouter ce que on fait un travail de l'équipe de Dominique Franco qui, à mon avis, va avoir un impact extraordinaire. Dominique Franco a travaillé, et c'est Daguerre essentiellement, Ibrahim Daguerre, qui est son agrégé, ont travaillé sur des singes. Alors je vais vous dire une chose, le singe, il n'y a pas plus cher que le singe. On peut travailler sur le chien, on peut travailler sur le porc, sur les rats et tout. Mais quand vous travaillez sur un singe, c'est horriblement cher. Donc, si vous faites de la chirurgie expérimentale du singe, il faut faire une chirurgie expérimentale qui ne menace pas la vie du singe. C'est-à-dire qu'on vous le prête, vous travaillez dessus, vous devez le rendre pareil, comme il était avant. Ils ont donc fait un travail où ils ont fait de l'embolisation portale avec de la poudre. Avec une poudre qui se dissout en quelques jours. Et ils ont montré que, en bouchant une veine, et dans ce cas-là, ils bouchaient une veine gauche, au bout de 2 semaines, la veine gauche était complètement reperméabilisée, mais fait important, le foie droit
avait augmenté de 40%. Autrement dit, c'est plus la peine de venir m'embêter et me dire est-ce que l'embolisation, la ligature ou quoi que ce soit, le seul fait de boucher temporairement une veine porte, l'accentuation du flux vers l'autre foie va entraîner une régénération. Comme s'il y avait un starter, comme s'il y a un démarrage qui était fait. Ça, c'est simplement pour la réflexion. Alors, cette hypertrophie préalable que l'on travaille du foie, pourquoi on le fait? Parce qu'on a remarqué que plus on laisse de foie, plus les suites opératoires sont simples. Alors, elle n'est pas toujours nécessaire, cette hypertrophie. Vous avez là, par exemple, un malade qui a une très grosse tumeur, mais quand vous voyez les conséquences de la tumeur et vous voyez son foie gauche, on peut penser qu'on lui fait une hépatectomie droite, il n'y aura pas de risque. Celui-là a une tumeur de même taille, mais quand on regarde le foie gauche, on s'aperçoit que le foie gauche n'est pas très hypertrophié. Et que donc, très probablement, là, dans ce cas-là, il faudra réfléchir à une modulation préopératoire du foie. Et puis quand vous avez ce type de malade, vous voyez que vous avez une toute petite tumeur, on ne peut pas faire autrement, si on veut l'opérer chirurgicalement, de lui faire une hépatectomie droite. Et si on lui fait une hépatectomie droite, on n'a pas eu de phénomène de préparation du foie, il n'y a pas d'hypertrophie. Et c'est des malades que l'on commence à connaître qui sont probablement à haut risque post-opératoire. Voilà les conséquences de l'hypertrophie du foie. Une tumeur, un foie de 375 cc, on interrompt la veine porte. Ici, c'est une ligature. Vous voyez le changement de coloration. Et au bout de 4 semaines, vous avez une hypertrophie de 125% des cas. On peut le faire en péropératoire. C'est par exemple ce que un malade qui avait une tumeur endocrine du pancréas, des métastases à gauche, des métastases à droite. Le premier temps a été faire une pancréatectomie, pas de métastase, pas de résection, enfin c'est la queue, c'est le corps et la queue, mais si ça avait été la tête, pas de résection majeure du foie. Donc pancréatectomie, résection de la tumeur du foie gauche, ligature de la veine porte droite, et une fois au bout de plusieurs semaines, hépatectomie droite, aspect post-hépatectomie droite, la résection, chirurgie en 2 temps. Cette embolisation portale, elle peut être associée à la chimiothérapie, parce qu'il y a un certain type de chimiothérapie qui probablement n'influe pas sur l'embolisation portale. C'est-à-dire que là, vous avez une chimiothérapie qui va avoir un effet antitumoral, vous faites une embolisation portale, et vous allez à la fois avoir une réduction de la tumeur et une hypertrophie du foie gauche. Passons maintenant aux problèmes techniques. Je vais aller assez vite parce que finalement, c'est pas très compliqué. Maintenant, on a du recul. Nous ne sommes plus comme il y a 15-20 ans. On sait qu'il faut, quand on opère une chirurgie hépatique, quand on fait une chirurgie hépatique, qu'il faut éviter le saignement. Il faut éviter le saignement parce que probablement ça donne des à-coups hémodynamiques et deuxièmement, c'est pas très bon pour un foie d'être transfusé. Il n'aime pas ça. C'est lui qui doit travailler, c'est lui qui est le principal usine en post-opératoire pour métaboliser. Et si vous lui donnez du sang qui est du sang un peu étranger, il est obligé de travailler en plus, et déjà qu'il a été fatigué par la chirurgie, il n'aime pas ça. Donc il faut éviter de transfuser. Ça, c'est à peu près clair. Alors ce qu'on sait également, c'est que maintenant, grâce à des techniques, une meilleure précision, grâce à la compétence des anesthésistes, on peut opérer sans transfusion. On peut opérer si on fait une chirurgie qui définit des plans anatomiques, si on contrôle un petit peu les flux portales, et puis si on identifie les veines hépatiques. Je reviens encore là-dessus parce que tous les chirurgiens qui font de la chirurgie hépatique savent que le saignement, c'est surtout les veines hépatiques. On sait que le clampage peut réduire le saignement, et que, en fait, il y a 2 façons de clamper. Soit on clampe tout, c'est ce qu'on appelle l'exclusion vasculaire, soit on simplement le pédicule. L'exclusion vasculaire, c'est un très bon clampage, mais c'est un clampage qui n'est pas toujours bien supporté sur le plan hémodynamique.
C'est un clampage qui n'est pas toujours bien supporté par un foie qui n'est pas sain, lorsqu'il n'est pas sain, et c'est la raison pour laquelle il faut le limiter uniquement au cas où on a des tumeurs du carrefour cavo-sus-hépatique. La plupart du temps, ce qu'on fait maintenant, ce sont des clampages pédiculaires. Ce qui est recommandé, c'est le clampage pédiculaire intermittent. Lorsqu'on clampe le pédicule, il n'y a pratiquement aucune modification hémodynamique. On clampe pendant 10 à 15 minutes et pendant 5 minutes, on déclampe. Ce qui est difficile, et moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens encore discutaient. C'est parce que c'est très difficile, pendant 5 minutes, il faut rien faire. Et demander à un chirurgien de rien faire pendant 5 minutes, c'est extrêmement difficile. Il faut, pendant 5 minutes, se reposer, faire de l'échographie péropératoire, attendre que le foie se relargue, se revascularise et recommencer le clampage. Et quand on fait des séquences comme ça, de 10 à 15 minutes de clampage et 5 minutes de déclampage, on peut avoir une tolérance qui peut aller jusqu'à 2 heures, mais à condition de respecter ces interruptions et ces déclampages. Et le deuxième élément qui est important qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 3 ou 4 clampages, eh bien, il faut encore augmenter la période de déclampage. C'est comme quelqu'un qui plonge sous l'eau. Il plonge sous l'eau, il peut rester 2-3 minutes, puis il sort, il respire, et pendant qu'il respire, il faut lui foutre la paix. Il faut sûrement pas lui dire de replonger. Il respire, et après il replonge sous l'eau. Et après il ressort. Et plus ça va, plus il a besoin de rester longtemps en haut pour respirer. Et ça, sous réserve de ces conditions, on a d'excellentes tolérances au clampage. Il y a beaucoup d'études contrôlées qui vont montrer, et il y a beaucoup de chirurgiens qui vont vous prouver, vous dire, moi j'arrive à opérer sans clampage. Bon, c'est vrai qu'ils arrivent à opérer sans clampage, mais quand on regarde ces études contrôlées qui ne montrent pas, semble-t-il, de bénéfice au clampage, en tous des cas, il n'y a jamais d'inconvénient dans toutes les études contrôlées au clampage. Je ne vous parlerai pas trop des techniques de dissection, qui peut être soit l'écrasement des vaisseaux, soit l'ultrasonique. La seule chose, c'est que, encore Morjane, il a tout dit, hein, finalement, M. Morjane, hein, comme ça, il n'a pas parlé longtemps, mais finalement, il a tout dit. Il a parlé de Tontantung. Qu'est-ce qu'a inventé Tontantung? La réflexion, qu'est-ce qu'a inventé Tontantung? Le foie, c'était la terreur des chirurgiens. C'est la terreur, parce qu'il y avait une plaie du foie, comme on ne sait pas. On n'arrivait pas à contrôler le saignement, on n'arrivait pas à voir, et quand on le coupait, c'était des flots de sang et des flots de sang. Et en fait, le concept de Tontantung, c'est de dire, voilà, je sais que c'est très vascularisé, mais je peux, préalablement, différencier le parenchyme des vaisseaux. Alors, pour le différencier, j'écrase. J'écrase doucement. Alors, je commence à écraser avec mes doigts, c'est un peu grossier, et puis ensuite il est écrasé avec des pinces, et quand on écrase le parenchyme, si on n'écrase pas trop fort, si on n'est pas trop brutal, on préserve les vaisseaux, on les voit. Et à ce moment-là, ces vaisseaux, on va les lier, on va les clipper de façon élective, et on va continuer comme ça, et pas à pas. Et au fond, les techniques les plus sophistiquées actuellement, c'est cette préservation, c'est deux choses. C'est soit la préservation des vaisseaux, et c'est le dissecteur à ultrasons, alors soit, ou alors complètement brûlé. Mais quand on brûle, moi je ne suis pas un grand défenseur de la brûlure du parenchyme, parce que je pense que ça ne correspond pas à cette démarche anatomique, je pense que ça ne correspond pas à cette recherche, à cette préservation des vaisseaux, et en plus, ça donne des complications. Je ne vous parlerai pas des fistules biliaires, c'est un peu. Je vais vous parler du dernier concept, d'un des derniers concepts, qui est on va peut-être discuter en fin de matinée. La chirurgie hépatique était une terreur pour les chirurgiens. Moi, j'ai connu une époque où, même à Beaujon, il y avait 10%, 15% de mortalité péropératoire. Et cette mortalité péropératoire, le saut qui a été fait, ça a été de vraiment standardiser le contrôle des vaisseaux en préopératoire.
Et pour standardiser le contrôle, libérer complètement la veine cave, repérer les veines hépatiques, il fallait de très larges voies d'abord. Et il fallait de très larges voies d'abord, et il fallait une mobilisation complète du foie. Et cette mobilisation complète du foie a été, le contrôle des vaisseaux, le principal facteur qui a diminué la mortalité péropératoire. Mais comme toujours, les choses évoluent. Les choses évoluent, c'est-à-dire que un jour quelqu'un a dit, mais bon, est-ce que cette mobilisation du foie, elle est toujours nécessaire? Et est-ce que cette mobilisation du foie n'aurait pas une conséquence, des conséquences délétères? Et là, il y a un nouveau concept qui est arrivé, qui moi je trouve est un concept passionnant, qui est le concept de non-mobilisation du foie. C'est-à-dire que, et c'est un japonais qui a commencé à dire, si on coupe le foie directement, sans le mobiliser, eh bien très probablement on ne va pas influencer peut-être la dissémination des cellules tumorales, et puis deuxièmement, on ne va pas comprimer par cette mobilisation le foie qui reste. Et c'est ce qu'on appelle l'approche antérieure. Et c'est dans cet esprit de l'approche antérieure qui a d'ailleurs montré sa supériorité dans une étude contrôlée, c'est-à-dire 2 groupes qui ont été tirés au sort, avec l'une une voie classique avec mobilisation, l'autre avec sans mobilisation. Il y a un meilleur pronostic lorsqu'il n'y a pas de mobilisation. Et c'est cette approche antérieure qui m'a conduit, moi, à réfléchir à ce qu'on appelle la manœuvre du hanging, c'est-à-dire à utiliser un plan qui avait déjà été décrit par Guino, qui est un plan qui est devant la veine cave, entre la suce hépatique droite et le tronc de la médiane et de la gauche, qui est un plan dans lequel il n'y a pas beaucoup de vaisseaux, pratiquement pas de vaisseaux. On passe un clan, soit de haut en bas, soit de bas en haut, on met un clan, et cette traction va à ce moment-là vous guider, vous donner la ligne, va vous permettre de sectionner. En plus, la traction diminue le retour veineux et diminue le saignement local. Et une fois que le foie a été coupé par le long de cette traction, à ce moment-là, on peut mobiliser pour une hépatectomie droite ou pour une hépatectomie gauche, on peut mobiliser une fois qu'on a exclu le territoire, on peut le mobiliser pour l'extraire. Cette technique, elle est valable pour les grandes hépatectomies, mais elle est également valable, elle est de plus en plus décrite pour les hépatectomies mineures. Alors, je vais terminer sur probablement également un des progrès, revenir un peu à l'exposé de Pogam. Qu'est-ce qui fait que dans un centre, dans un centre où on concentre les cas, on a de meilleurs résultats que dans les centres où on a une faible expérience? Ça n'est pas uniquement la technique. Ça joue à plusieurs niveaux. C'est un grand débat. Hein. C'est un grand débat sur le problème de la concentration des pathologies ou pas. Ça se joue à différents niveaux, et je vais en aborder que 2. Je vous en donne un, par exemple. Vous prenez une infirmière, quel que soit son niveau et son ancienneté. Quand elle a un service de chirurgie thoracique, elle repère très bien un drain thoracique, comment ça se surveille, qu'est-ce que c'est et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Vous preniez une autre infirmière qui a 20 ans d'ancienneté, qui a fait toute la qualité, qui connaît presque la médecine, qui n'a jamais eu d'expérience, et vous lui mettez la nuit à surveiller le drain thoracique, vous risquez d'avoir une catastrophe. S'il y a le moindre chose, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Autrement dit, c'est sur ces éléments-là, c'est sur cette surveillance des petites choses qui font que, probablement, dans les centres qui ont une concentration, on a de meilleurs résultats. J'en vais en donner un deuxième, qui est la connaissance de l'histoire naturelle. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bilan hépatique post-hépatectomie? Un bilan hépatique post-hépatectomie, c'est une baisse du TP qui remonte dès le 3e, 4e jour, et donc au 5e jour, il revient presque à la normale, il revient aux alentours de 80%. Ça, c'est l'histoire naturelle.
Et le TP il chute d'autant plus que vous avez une quantité de parenchyme enlevée qui est très importante ou que vous avez du parenchyme qui n'est pas normal. Deuxième histoire naturelle, c'est les transaminases qui s'élèvent, qui peuvent monter et qui ensuite vont descendre. Troisième élément, c'est la bilirubine. La bilirubine ne monte jamais beaucoup le premier et deuxième jour. Elle est maximum au troisième, quatrième jour. Et c'est après qu'elle va progressivement prendre un certain temps et redescendre. Et inversement, les gamma-GT, les phosphatases alcalines, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas très bien pourquoi. Mais les gamma-GT, les phosphatases alcalines, diminuent un petit peu, puis continuent à monter. Autrement dit, l'interne qui vient, qui est complètement affolé au 7e, 8e, 10e jour en disant « Oh là là, les phosphatases et les gamma-GT augmentent », il faut lui dire « Tranquille-toi, instruis-toi, en fait, c'est normal, c'est l'histoire physiologique. » Et c'est à partir de cette bonne connaissance de l'histoire physiologique, c'est à partir de cette bonne connaissance de l'histoire naturelle qu'on va déterminer qu'est-ce qui est une déviation. Et ça ne peut être que la concentration, ça ne peut être qu'une bonne connaissance. La déviation pour la chirurgie, la définition de la chirurgie hépatique, bah c'est quoi? On sait que le TP baisse, et puis quand on regarde, c'est que le TP baisse et remonte, on sait que la bilirubine augmente puis redescend, et quand on regarde très bien, eh bien on voit qu'à J5, les deux doivent retourner à la normale. Les deux doivent commencer, l'un sa décroissance, l'autre continuer sa croissance. Et c'est si jamais, là, il n'y a pas cette histoire naturelle, c'est-à-dire que si la bilirubine ne continue et n'amorce pas sa descente ou continue à monter, ou si le TP n'arrive pas à monter, qu'à ce moment-là, on se dit il va y avoir quelque chose. Et nous avions décrit, nous, à ce moment-là, ce qu'on appelle le 50-50, c'est-à-dire à J5, 50% de TP au minimum, et une bilirubine inférieure à 50 micromoles. Et si, évidemment, individuellement, s'il n'y avait que le TP qui baissait ou que la bilirubine qui montait, on avait un risque opératoire qui était entre 4, 7 aux environs de 10%. Par contre, quand on faisait la conjonction des deux, on avait la définition d'un risque post-opératoire qui était supérieur à 50%. Alors vous allez me dire, bon, voilà, vous avez un malade, le bilan biologique hépatique, il va pas bien, vous me dites qu'il va mourir une fois sur deux parce qu'à J5, il n'a pas réussi à rééquilibrer son bilan hépatique, qu'est-ce qu'on fait? Attention, la mortalité post-opératoire des malades après hépatectomie, elle ne se fait pas J3, J5. C'est des malades qui meurent 10, 15 jours après. Et qu'en général, ces anomalies biologiques précèdent les anomalies cliniques. Et que le fait important, et ça nous l'avons ensuite publié, c'est que dans une période, après avoir défini ces éléments rétrospectifs, dans une période prospective, eh bien on a réussi à montrer que dès J3, quand on avait l'absence de normalisation des bilans biologiques, on recherchait à ce moment-là des complications et on a trouvé des infections d'acide, qui n'en avaient pas l'air, des pneumopathies. Ça nous permettait de mettre immédiatement les malades aux antibiotiques, ou alors, la victoire des victoires, c'est des thrombosports, c'est-à-dire le malade va apparemment très bien, tout d'un coup vous voyez que ça ne revient pas, vous recherchez une thrombosport, et vous pouvez mettre rapidement les malades aux anticoagulants. Ce qui a modifié le risque post-opératoire, donc c'est l'anticipation des complications sur des anomalies biologiques. Alors, je crois que je vais terminer. C'est-à-dire qu'au fond, ces gros progrès de la chirurgie hépatique, très bonne connaissance de l'anatomie. 2, très bonne connaissance au point de vue bilan morphologique de la tumeur et du parenchyme sous-jacent, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais on pourrait en reparler. C'est l'importance sur quoi on opère, la technique, l'augmentation des usages de la technique. Je crois quand même à la concentration de ce type de chirurgie dans des endroits où on a l'habitude notamment parce qu'on sait prendre en charge les complications et qu'on sait surtout les anticiper. Je vous remercie de votre attention.
peu loin.